Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, nous sommes avec Isis Ascoberetta. Bonsoir Isis. C'est votre première ce soir. Oui. Vous êtes chargée des projets éditoriaux pour Cartooning for Peace, qui vient tous les vendredis chez nous. C'est cette organisation qui a été fondée notamment par Plantu et Kofi Annan et qui rassemble une centaine de dessinateurs à travers le monde entier et qui fait actuellement Cartooning for Peace, une exposition à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, c'est une exposition qui traite 10 thématiques, tous les problèmes qu'il y a en Europe actuellement. C'est une exposition d'actualité avec des dessins des dessinateurs européens, mais aussi d'autres continents. Et voilà, elle est jusqu'au 26 juin au mémorial de la ville de Mons. Voilà, et je montre cet album. Ceci n'est pas l'Europe, 120 caricatures d'actualité. Avec nous, Anna-Maria Merlopoli, bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour vous aussi, c'est une première ce soir. Vous êtes correspondante du quotidien italien Il Manifesto. Et puis avec nous, Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro. Et puis on pensait ne plus jamais le revoir, mais il est quand même revenu. On est très contents. Alain Frachon, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste Vanessa. au Monde. Manuel Valls poursuit donc les consultations sur le projet de loi sur le travail, un projet, vous le savez, qui suscite le mécontentement des organisations syndicales et de la jeunesse. Le Premier ministre qui a justement rencontré les jeunes ce vendredi à Matignon, et ce après une grande journée de mobilisation mercredi. On écoute, si vous le voulez bien, tout de suite Manuel Valls. C'était donc ce vendredi à Matignon. Réformer, c'est-à-dire prendre ses responsabilités, ça n'est pas réformer pour réformer. Ça n'est pas passer en force, ça n'est pas brutaliser. Réformer, c'est bâtir un compromis dynamique et qui soit utile au pays. Alain Frachon, selon vous, ça va se terminer comment cette histoire? Par une petite réformette? Je n'en ai pas la moindre idée. Tout à fait franc, je ne sais pas. Vous savez, lorsque le printemps approche et qu'il y a sur un thème ou un autre, que ce soit fondé ou non, une mobilisation dans les lycées, notamment dans les classes terminales, encore plus qu'à l'université, en général, il y a des précédents en France qui font que ça peut durer. Et se terminer comment, je ne sais pas. Je connais un seul précédent sur le même sujet. C'était le gouvernement Villepin, je crois. 2006. En 2006, c'est ça, qui, sensiblement à la même époque de l'année, avait eu le même projet pour favoriser l'emploi des jeunes. Alors ça prenait une autre forme, n'est-ce pas? Mais c'était la même idée. Et ça s'est mal passé avec des manifestations violentes à Paris, aux Invalides. Et le projet a purement et simplement été retiré. Alors on n'est pas dans la même époque. Je ne pense pas qu'on puisse trop se fonder sur ces comparaisons de l'histoire récente. Non, honnêtement, le scénario me paraît assez difficile à lire encore aujourd'hui. Guillaume Perrault, vous êtes d'accord avec Alain Frachon? C'est difficile aujourd'hui de dire si le gouvernement va reculer ou pas? Alors, effectivement, la situation me paraît moins désespérée, si j'ose dire, du point de vue du gouvernement actuel, qu'elle ne l'était pour Dominique de Villepin il y a 10 ans, lorsqu'il a voulu imposer le CPE en recourant au 49.3, notamment pour le faire adopter. Et la loi avait été promulguée et aussitôt suspendue par Jacques Chirac. Ça avait été une bizarrerie à l'époque de ce qui s'était passé. Cela dit, je suis quand même inquiet. Moi, ces mesures, les principales mesures du projet de loi, elles me paraissent utiles pour le pays. Et je suis très attristé de voir que ça a été décidé et mis en œuvre en dépit du bon sens. Parce qu'il est évident qu'un tel virage de la part d'un gouvernement dont le président de la République a eu pendant sa campagne électorale en 2012 des thèmes d'une toute autre tonalité, on comprend que son électorat soit dérouté. Ça, évidemment, ça le pose. Ça a l'air quand même de vous satisfaire. Non, ça ne me satisfait pas du tout, parce que moi, parce que dans le fond, vous êtes pour cette réforme. Bien sûr, je suis pour cette réforme. Donc j'espère qu'elle va être adoptée sans être édulcorée, dénaturée et transformée en réformette. Mais c'est très difficile, parce qu'en France, le libéralisme économique fait peur.
il est vécu par beaucoup de salariés comme une agression. Donc il faudrait prendre le temps de beaucoup expliquer. Et là, ils ont commencé par vouloir foncer, et puis ils ont constaté que c'était pourtant pas imprévisible qu'il y avait des oppositions importantes. Donc là, ils essaient de sauver ce qui peut l'être. Je ne sais pas, en effet, comment ça va aboutir, mais il y a une réticence. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que Renzi, vous allez en parler bien mieux que moi, madame, a eu à faire face à des manifestations très importantes. Il les a surmontées. En Espagne aussi, longtemps, on a cru que l'Europe latine ne pouvait pas se réformer et qu'il n'y avait que les Britanniques ou les Allemands qui y arrivaient. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Donc il y a une exception française qui me frappe beaucoup. Alors justement, sur le cas italien, en effet, Matteo Renzi a fait passer une loi qui ressemble un peu quand même à ce qui est fait aujourd'hui, c'est le Jobs Act. Oui, en bon italien, elle l'appelait Jobs Act. Il a pris le peuple par épuisement, Renzi. Et parce qu'il y a un chômage énorme parmi les jeunes, un chômage beaucoup plus fort qu'ici. Donc la France arrive bonne dernière à chercher de faire passer les mêmes lois qui sont passées partout. Après, on nous assène plein de statistiques. Renzi en premier, qui nous dit 700 000, c'est pas tous les jours, il y en a un peu plus d'embauches, mais on ne parle pas de la qualité de l'embauche. Donc, ce sont des embauches part-time. Temps partiel. Oui, temps partiel. Non, ben là, en bon italien, là... Oui, c'est vrai que maintenant, on parle anglais, là. Maintenant, il y a le système de vouchers, ça veut dire des espèces de chèques services qui sont utilisés par... disons, c'est pour faire présenter des bonnes statistiques. Mais la réalité derrière, c'est qu'il y a une précarité qui monte, et ça délite une société, ça. Et à la fin, on est épuisé. Alors, la France est moins épuisée que les autres, parce qu'ils ont résisté ici, les gens résistent un peu plus, et puis pas encore tout a été défait. Donc peut-être il y a encore cette résistance qui peut peut-être tenir, mais bon. Il faut s'en féliciter justement de cette résistance française, Alain Frachon, parce qu'on a souvent dit que la France est très difficile, est un pays difficile à réformer. Alors elle a l'air de s'en féliciter, Anna-Maria Merlopoli, justement de cette résistance française. Est-ce que vous aussi vous Écoutez, moi, je ne suis pas journaliste économique, donc je n'ai pas de compétences particulières à parler, mais j'observe deux choses à l'étranger. J'observe que dans les sociétés où on a trouvé un contrat de travail qui soit, pour prendre des termes français, quelque chose entre le CDD, la précarité, et le CDI, qui ressemble à la fonction publique, qui pose un tas de problèmes, tellement de problèmes aux entrepreneurs français, notamment les petites et moyennes entreprises, celles qui font vraiment l'emploi, ça leur pose tellement de problèmes qu'ils n'embauchent pas. Donc, entre ces deux termes, le CDI et le CDI, il y a beaucoup de pays qui ont réformé et qui ont trouvé une manière d'intégrer sur le marché du travail beaucoup plus de gens que nous tous les ans. Prenez toute la Scandinavie. Prenez l'Allemagne, prenez la Grande-Bretagne, l'Italie. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais je lisais cette semaine dans l'hebdomadaire Challenge qu'en 2015, alors c'est peut-être sûrement des emplois précaires, il y a sûrement ça aussi, il y avait eu 10 fois plus de création d'emplois en Italie qu'il n'y a en France. Regardez maintenant une autre batterie de sondages, celle-là, celle sur le moral des pays. La France est le plus bas. Alors c'est peut-être le pays qui a résisté le mieux, moi j'en suis pas sûr, mais ce que je vois c'est que c'est elle qui a le moral le plus bas. Ce qui pose une deuxième question. Qu'est-ce qui vaut mieux dans une société ? Payer des chômeurs ou favoriser l'entrée sur le marché du travail, même à des salaires qui ne sont pas des salaires très reluisants, au moins au départ. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Vous donnez une chance de sortir de la famille, de sortir de la cité, de sortir de votre quartier, de rencontrer d'autres gens à des fins professionnelles ou autres, ou de rester dans une situation d'assistance qui est aussi de la précarité financière. Parce que l'assistance, la France a peut-être bien résisté, mais c'est pas forcément confortable non plus. Donc vous voyez, les socialistes diraient que vous êtes libéral alors. Voilà, eh bien je l'assume volontiers. Vous l'assumez, et ça c'est beau. Guillaume Perrault, un dernier mot quand même sur cette résistance française, oui, justement. Je partage sur le fond l'analyse qui vient d'être faite naturellement. Maintenant, qu'est-ce qui nous est spécifique et comment expliquer que ça cale
à chaque fois en France. Je vois plusieurs facteurs. D'abord, le pouvoir est très centralisé. Tout se décide à Paris, entre quelques personnes, quelques ministères. C'est vrai qu'on a une culture de la contestation. On a une tradition de fronde à Paris, de grève, de manif, qui est de révolution aussi au 19e siècle, qui est beaucoup plus marquée chez nous que chez certains de nos voisins. Et puis, il y a aussi que les gens qui mènent les réformes ont parfois une certaine condescendance involontaire de la manière dont ils se comportent. C'est-à-dire qu'ils emploient une expression maladroite, que je trouve maladroite, faire de la pédagogie. Faire de la pédagogie. Ça énerve les gens qui ont l'impression qu'on les considère comme des élèves à l'école, dissipés, pas très doués, à qui il faudrait expliquer longuement ce qui est bon pour eux et ce qui doit leur être imposé malgré eux. Donc ça, il me semble que c'est maladroit. Et par ailleurs, il faut aussi que nos élites donnent l'exemple. Il est évident que quand vous êtes inspecteur des finances ou conseiller d'État, et que vous entendez garder votre statut avec toute la sécurité, il est après difficile d'exhorter l'homme de la rue, le français moyen ou la caissière de supermarché à faire preuve d'audace et à accepter le risque dans l'espoir d'améliorer sa situation. Il y a un problème de cohérence entre le comportement et ce qu'on attend des autres. Allez, Isis, des dessins justement sur cette réforme du droit du travail. Oui, je vais traduire cette semaine un dessin. Donc, le premier dessin, c'est des délestres dessinateurs français et un réveil un peu mouvementé pour la ministre du Travail. On dirait qu'elle elle s'est réveillée dans une réalité un peu cauchemardesque. Et il y a quelqu'un qui frappe à la porte un peu pour la rassurer. N'ayez pas peur, Madame El Khomri, c'est la journée de la femme. Évidemment, référence au 8 mars. Un autre dessin des dilemmes dessinateurs algériens. On est déjà dans la journée des mobilisations du 9 mars, grève dans les transports et voilà, à nouveau la ministre du Travail qui tient le code du travail et que pour faire patienter aux utilisateurs des transports en commun, on leur dit voilà, une lecture pour patienter. Et vous parliez tout à l'heure de la jeunesse et voilà, ces dessins de Wins, dessinateur français, la jeunesse est dans la rue et ces dialogues des deux CRS qui disent dispersez-le avec les lacrymos, non, embrouillant leur portable. Et voilà, c'est cette jeunesse qui est derrière en train de filmer, de faire des photos avec leur téléphone portable parce que, voilà, comme vous disiez, ils sont descendus dans la rue et comme il y a 10 ans aussi quand c'était contre les CPE. Et un dernier dessin, voilà, le lendemain des manifestations, un dessin des Plantus publié dans Le Monde. Voilà, nous voyons sur la table des travails François Hollande, Myriam El Khomri et Manuel Valls et le président qui cite un peu. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on s'était dit que peut-être, et devant lui, cette jeunesse justement qui tient une pancarte qui dit non. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe dans les semaines à venir. Une attaque sans précédent, ce sont les mots du président tunisien Béji Caïd Essebsi après l'attaque qui a été menée lundi par l'organisation de l'État islamique sur la localité de Ben Gardan. Ben Gardan, ça se trouve dans l'est tunisien, à proximité de la frontière avec la Libye. Une attaque qui a fait plus de 50 morts et les djihadistes qui voulaient visiblement imposer un émirat sur cette ville de Tunisie. Anna Maria Merlopoli, il y a un rapport donc des Nations Unies qui affirme que l'organisation de l'État islamique s'implante de plus en plus en Libye. On rappelle quand même que la Libye est à 300 km des côtes italiennes. Vous êtes inquiète en Italie? Et surtout qu'on pense maintenant de faire une intervention militaire. Et du coup, on a déjà fait une en 2011. Et même Obama explique qu'il critique ça et les résultats. On fait des interventions sans projet. Et là on voit la Tunisie, c'est quand même le seul pays, ils ont même eu le prix Nobel, qui a eu une révolution qui aurait pu réussir, qui peut-être va réussir. Il faudrait peut-être que l'Europe aide économiquement la Tunisie à s'en sortir, plutôt que utiliser cet argent à aider la Tunisie, plutôt que l'utiliser pour bombarder encore la Libye. Alain Frachon, justement, cette attaque montre là encore la volonté de l'organisation d'État islamique de s'implanter dans plus en plus de pays, parce qu'il y avait finalement cette volonté, c'était de s'implanter sur le territoire tunisien. Aujourd'hui, c'est une organisation quand même qui gagne du terrain, qui est partie d'Irak, qui ensuite s'est installée en Syrie, qui aujourd'hui est en Libye, qui espère s'implanter sur le territoire tunisien. C'est quand même très inquiétant. Hein. Oui, c'est une des forces d'ailleurs de l'État islamique, sa capacité de mobilité, etc. On peut penser que l'attaque contre Ben Gardan a été menée précisément, comme le disait Anna Maria, parce qu'il y a
des opérations de bombardement ponctuelles sur les bases de l'État islamique, notamment en Libye, notamment dans la région de Sirte. Alors à chaque fois, l'État islamique mène des opérations de détournement, si vous voulez, et il semble bien qu'on attendait cette opération de Ben Gardan. Il y a eu un bombardement américain, je crois, à la mi-février, et on attendait cette opération. Donc, c'est une opération de représailles sur... Oui, c'est une forme d'opération. Il y avait un raid américain en février. Cela dit, il semble bien, pour autant qu'on puisse savoir que la plupart des militants qui étaient en question, ce sont des Tunisiens. Et ce sont vraisemblablement, même pour certains d'entre eux, des gens qui connaissaient très bien Ben Gardan, voire peut-être des gens de Ben Gardan, puisqu'ils ont été assassinés à leur domicile, ce lundi, ce fameux lundi, 2 ou 3 responsables de la sécurité de la ville. Ils se sont immédiatement dirigés vers les points, les centres administratifs clés de la ville. Donc ils connaissaient parfaitement la ville, complicité, voire même peut-être des militants qui venaient de Tunisie. Il y a énormément de Tunisiens, de manière disproportionnée par rapport à la population de la Tunisie, dans les rangs de Daesh, qu'il s'agisse de l'Irak... Qui sont 3000, hein. Voilà, qu'il s'agisse de l'Irak ou de la Libye ou bien de la Syrie. Guillaume Perrault, un mot, vous êtes d'accord lorsque Anna Maria Merleau-Ponty dit finalement cet argent, au lieu d'aller justement bombarder, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de réserver cet argent justement à des pays, à aider certains pays financièrement, et notamment la Tunisie? Parce que la Tunisie, on le rappelle quand même, le long de la frontière avec la Libye, qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter la porosité de la frontière? Eh bien, ils ont creusé un mur avec de l'eau, où ils mettent maintenant de l'eau et un sable, un mur de sable. Or, ce dont ils ont besoin, c'est de réels moyens de surveillance électronique. Détection électronique. Il y a déjà une coopération des services de police entre la France et d'autres pays européens et la Tunisie sur cette question de la sécurisation de leurs frontières. Mais comme ça vient d'être dit, ce qui est le plus préoccupant pour la Tunisie, c'est que l'État islamique recrute des Tunisiens eux-mêmes. Donc il y a le spectre, ils n'en sont pas du tout là, mais il y a le spectre de l'Algérie des années 90, c'est-à-dire avec face à face un appareil d'État et une partie de la population derrière les islamistes. Les deux situations ne sont pas du tout comparables. Mais il y a quand même cette inquiétude chez beaucoup de Tunisiens aujourd'hui que des pans entiers de la société tunisienne, en particulier dans cette région déshéritée où ces attentats ont eu lieu, puissent être très sensibles au discours des terroristes. Alain Frachon, vous voulez ajouter quelque chose? À ce que disait Anna Maria, je trouve que c'est tout à fait symptomatique de l'incapacité de l'Europe actuelle, de l'Europe institutionnelle, l'Union européenne, à la moindre action collective. C'est invraisemblable. Quand on pense que la Tunisie, dernier héritage réussi des printemps arabes, que la Tunisie, petit pays, 11 millions d'habitants, c'est pas énorme, n'a pas fait l'objet d'un seul sommet européen. Par exemple, quand on pense que l'Union européenne est incapable de convoquer les patrons européens, italiens, français, britanniques, allemands, en leur disant « écoutez, ça, c'est la première ligne pour l'Europe occidentale, c'est la Tunisie. La Tunisie ne peut pas basculer dans un déséquilibre de genre du style djihadiste. » Et on va en parler dans un instant justement de cette incapacité des Européens justement à plus de solidarité, à se mettre d'accord, non seulement pour combattre le terrorisme, mais aussi dans la crise migratoire. Un dessin, Isis, un seul. Oui. Alors, un dessin, c'est de la dessinatrice Nadia Kiari qui signe comme Willis from Tunis. Et voilà, c'est ces petits chats qui suivent les périples de la jeune démocratie tunisienne. Attaque djihadiste à Ben Gardan. Et voilà, les 2 chats qui sont sur la plage en train de discuter. En réaction, les partis politiques proposent de faire une marche. Et l'autre qui lui répond, il devrait plutôt proposer une nage, histoire de s'entraîner. Et on voit au fond l'île de Lampedusa, un dessin très cynique qui exprime bien un peu la colère et un peu le sentiment de ne pas savoir comment les partis politiques vont répondre à cette attaque. La seconde partie de notre semaine dans le monde, c'est dans un instant, après le rappel des titres. À tout de suite.